Je suis heureuse de vous avoir ici. Suivez mon histoire jusqu'à la fin et commentez la ville d'où vous regardez. C'était le 45e anniversaire de ma fille, Samantha Dubois, et j'étais arrivée tôt chez elle avec le gâteau que j'avais spécialement commandé à sa pâtisserie préférée. La confection au chocolat et aux fraises avait coûté 200 €. Mais pour mon unique enfant, rien n'était trop cher. J'avais travaillé en double poste comme infirmière pendant 40 ans, économisant sou par sou, et maintenant, à la retraite à 72 ans, je voulais encore lui offrir le meilleur. La matinée était radieuse alors que je tenais délicatement la boîte à gâteaux entre mes mains, le cœur rempli d'anticipation. J'avais toujours adoré les anniversaires. Ils étaient sacrés dans notre famille, une tradition que j'avais maintenue depuis que Samantha était petite, après le décès de son père, alors qu'elle n'avait que 6 ans. Nous n'avions été que toutes les deux contre le monde pendant si longtemps. J'ai frappé à la porte de sa belle maison de banlieue, celle que j'avais entièrement financée comme cadeau de mariage lorsqu'elle a épousé David. L'acompte de 150 000 € provenait de mes économies de toute une vie, de l'argent que j'avais mis de côté pour ma retraite. Mais les voir commencer leur vie dans une maison convenable m'avait semblé valoir chaque centime à l'époque. La porte s'est ouverte et mon sourire a instantanément rencontré le regard d'indifférence agacé de Samantha. « Oh, c'est toi !» marmonna-t-elle sans me regarder dans les yeux. Mon cœur a fléchi un instant, mais j'ai continué, tendant le gâteau avec ses délicates bougies déjà en place. « Joyeux anniversaire, mon amour !» dis-je chaleureusement. J'ai apporté ton gâteau au chocolat et aux fraises préférées, comme quand tu étais petite. Samantha soupira profondément, comme si ma présence était un fardeau insupportable. J'ai remarqué ses ongles parfaitement manucurés, alors qu'elle me faisait signe d'entrer sans même un merci pour le gâteau. « Maman, il faut qu'on parle !» dit-elle sèchement. Le salon de sa maison était immaculé. Des meubles modernes que j'avais aidé à choisir, des œuvres d'art que je lui avais offertes au fil des ans. À travers les grandes fenêtres, je pouvais voir les jumeaux jouer dans le jardin, mes précieux petits-enfants de 10 ans. Ils n'avaient pas remarqué mon arrivée. « Tu sais, maman » commença Samantha de cette voix froide qu'elle avait développée ces dernières années. « J'ai beaucoup pensé à mon anniversaire, aux cadeaux et à ce qui me rendrait vraiment heureuse. » J'ai hoché la tête avec enthousiasme, tenant toujours le gâteau. « Bien sûr, ma chérie. Dis-moi ce que tu veux et je te l'offrirai. Un voyage peut-être? Des bijoux? Ou cette nouvelle voiture que tu as mentionnée le mois dernier ?» Samantha m'a regardé droit dans les yeux et ce que j'y ai vu m'a glacé le sang. Un mépris pur. « La seule chose que j'aimerais le plus comme cadeau d'anniversaire, dit-elle lentement, savourant chaque mot, c'est que tu meurs, tout simplement. Le monde s'est arrêté. J'ai littéralement eu l'impression que quelqu'un m'avait arraché le cœur de la poitrine. Ces mots résonnaient dans mes oreilles comme une boucle sans fin et terrible. Ma fille, mon unique enfant, avait souhaité ma mort comme cadeau d'anniversaire. « Quoi ?» ai-je réussi à murmurer, sentant les larmes monter à mes yeux. « Qu'est-ce que tu viens de dire ?»« Tu m'as entendu, » continua-t-elle avec une froideur qui me transperçait comme des couteaux. « J'en ai marre de toi, maman, marre de tes appels constants, de tes visites inattendues, de toi toujours là à me déranger. Ma vie serait tellement plus simple et plus heureuse si tu disparaissais. » Mes mains tremblaient de manière incontrôlable. 72 ans de vie, 45 ans à être sa mère, et je n'aurais jamais pensé entendre ces mots sortir de sa bouche. « Samantha » ai-je réussi à dire entre deux sanglots. « Je suis ta mère. Je t'ai tout donné. J'ai tout sacrifié pour toi. » « Exactement, » interrompit-elle en se levant du canapé. « Et c'est pour ça que tu m'étouffes. Je ne peux plus respirer avec ta présence constante.
J'ai besoin de liberté. J'ai besoin que tu me laisses vivre ma vie sans tes drames et tes besoins émotionnels. Le gâteau à 200 € était toujours dans mes mains. Les bougies commençaient à fondre. Tout ce dont j'avais rêvé pour cette journée, des câlins, des rires, peut-être un dîner en famille, s'est évanoui comme de la fumée. Mais chérie, ai-je tenté une dernière fois. Je veux juste être proche de toi, faire partie de ta vie. Tu es tout ce que j'ai. Et c'est exactement ça le problème, répondit-elle en croisant les bras. Le fait que je sois tout ce que tu as. Fais-toi une vie et laisse-moi tranquille. Je me suis levée du canapé, les jambes tremblantes, portant ce gâteau qui ressemblait maintenant à une moquerie. Je n'arrivais pas à croire ce qui se passait. C'était comme un cauchemar dont je ne pouvais pas me réveiller. Je n'arrive pas à croire que tu me dises ça, ai-je murmuré. Après tout ce que j'ai fait pour toi. Tout ce que tu as fait? Elle a ri sardoniquement. Maman, tout ce que tu as fait, c'était pour ton propre bénéfice, pour te sentir nécessaire, pour avoir le contrôle sur ma vie. Mais je ne suis plus une petite fille. J'ai marché vers la porte, sentant que chaque pas me coûtait des années de vie. En atteignant le seuil, je me suis retournée une dernière fois, espérant voir un peu de regret dans ses yeux, un signe de la douce petite fille qu'elle avait été. Mais je n'ai vu que de l'impatience. L'impatience que je parte pour qu'elle puisse enfin célébrer son anniversaire sans la nuisance que je représentais. Joyeux anniversaire, Samantha, ai-je murmuré, et je suis sortie de cette maison, refermant la porte derrière moi. Je ne savais pas à ce moment-là que ce serait la dernière fois que j'entrerais dans cette maison en tant que mère qui avait tout sacrifié. Car ce que ma fille ne savait pas, c'est qu'elle venait de réveiller en moi quelque chose qui était en sommeil depuis des décennies. Ma dignité. Je suis arrivée à mon petit appartement, les jambes tremblantes et le cœur brisé. Le gâteau à 200 € a fini à la poubelle, les bougies fondues reflétant les larmes qui ne cessaient de couler. Je me suis assise sur mon vieux canapé, le même canapé où j'avais allaité Samantha bébé, où je lui avais lu des histoires pendant des années, où j'avais pleuré de joie chaque fois qu'elle m'appelait « maman ». Comment en étais-je arrivée là? Comment ma propre fille, l'enfant que j'avais porté dans mon ventre pendant 9 mois, pouvait-elle souhaiter ma mort avec une telle froideur? La douleur était physique, comme un étau autour de ma poitrine, rendant la respiration difficile. J'ai attrapé la photo encadrée sur ma table d'appoint. Samantha à sa remise de diplôme universitaire, toutes les deux souriant fièrement. J'avais cumulé 3 emplois pour lui payer cette prestigieuse université. 42 000 € de frais de scolarité que j'avais payés sans une seule plainte. « Ne t'inquiète pas, ma chérie », lui disais-je chaque fois qu'elle m'appelait en pleurant à cause de la pression des études. « Ton éducation est la chose la plus importante. » J'ai commencé à me souvenir de tout, absolument tout ce que j'avais fait pour elle au cours des 45 dernières années. Quand elle avait 3 ans et a eu une pneumonie, j'ai travaillé en triple poste à l'hôpital pour payer ses médicaments. C'était 2 800 € d'antibiotiques que mon assurance ne couvrait pas. De l'argent que j'ai obtenu en vendant les bijoux de ma défunte mère. Quand elle a eu 16 ans et voulait aller au bal de promo, j'ai travaillé des week-ends entiers pendant 4 mois pour lui acheter cette robe rose qui coûtait 800 €. Je me souviens comment ses yeux brillaient quand elle l'a essayée. « Merci, maman, tu es la meilleure du monde », avait-elle dit en me serrant fort dans ses bras. À l'université, quand elle a changé de spécialisation pour la 3e fois, j'ai payé chaque semestre sans une seule plainte. 42 000 € au total. De l'argent que j'ai obtenu en contractant une 2e hypothèque sur ma petite maison. Quand elle a épousé David, j'ai organisé et payé tout le mariage, 35 000 €, pour qu'elle puisse avoir le mariage de ses rêves. La salle de bal la plus élégante de la ville, les plus belles fleurs, le menu qu'elle a choisi sans se soucier du prix. « Je veux que ma princesse ait tout », lui avais-je dit en signant chèque après chèque.
Et puis, il y a eu la maison, cette même maison où elle venait de m'humilier. Quand Samantha et David ont décidé qu'ils voulaient acheter leur première propriété, je n'ai pas hésité une seconde. « Ne vous inquiétez pas pour la compte », leur ai-je dit. « Je m'en occupe. » C'était 150 000 € de mes économies de toute une vie, l'argent que j'avais économisé pour ma retraite. Mais cela ne s'est pas arrêté là. Quand les jumeaux sont arrivés il y a 5 ans, je suis devenue la baby-sitter gratuite. Chaque fois que Samantha voulait sortir avec David, chaque fois qu'ils avaient des projets et avaient besoin de quelqu'un pour garder les enfants, j'étais là, sans demander un centime, heureuse d'aider ma fille à avoir la vie dont elle avait toujours rêvé. Quand David a perdu son emploi l'année dernière, qui a payé l'hypothèque pendant 8 mois? Moi. 16 000 € que j'ai pris de ma pension, de l'argent qui signifiait manger du riz et des haricots pendant des semaines, juste pour joindre les deux bouts. Et quand les jumeaux ont eu besoin d'un appareil dentaire, encore 4 000 € que j'ai couverts sans hésiter. « Ne vous inquiétez pas », leur ai-je dit, voyant leurs visages affligés. C'est à ça que servent les grands-mères. Je me suis levée du canapé et je suis allée à mon bureau où je gardais tous les reçus. Toutes les preuves de chaque centime que j'avais dépensé pour ma fille et sa famille. C'étaient des boîtes et des boîtes de documents que j'avais conservés, non par méfiance, mais parce que cela me rendait fière de me souvenir de tout ce que j'avais pu faire pour eux. J'ai commencé à faire les comptes, additionnant tout avec des mains tremblantes. Élever Samantha de sa naissance jusqu'à son autonomie, environ 200 000 €. L'université, 42 000 €. Le mariage, 35 000 €. L'acompte de la maison, 150 000 €. Les paiements de l'hypothèque quand David était au chômage, 16 000 €. L'appareil dentaire des jumeaux, 4 000 €. Les cadeaux d'anniversaire et de Noël pendant toutes ces années, au moins 10 000 € de plus. Le total était dévastateur, plus de 460 000 €, près d'1 demi-million que j'avais investi dans le bonheur de ma fille. Et tout ça pour entendre que son plus grand désir était que je meure. Les larmes tombaient sur les papiers alors que j'additionnais et soustrayais. Si j'avais mis cet argent dans un compte d'épargne avec intérêt composé, j'aurais aujourd'hui plus de 600 000 €. Je pourrais vivre dans une belle maison, voyager à travers le monde, profiter d'une retraite confortable au lieu de compter mes sous dans ce minuscule appartement. Mais non, j'avais choisi d'investir dans l'amour. J'avais choisi de croire que l'argent dépensé pour ma fille était de l'argent bien dépensé, que chaque sacrifice en valait la peine, car à la fin, j'aurais une fille qui m'aimerait et prendrait soin de moi dans ma vieillesse. Comme j'avais été sotte, quelque chose a changé en moi alors que j'étais assise là, entourée des preuves physiques des sacrifices de toute ma vie. La tristesse n'a pas disparu. Elle ne disparaîtrait probablement jamais, complètement. Mais quelque chose d'autre a commencé à grandir à côté d'elle. Un sentiment que je ne m'étais pas permis de ressentir depuis des décennies. La colère. Une colère juste et justifiée. J'ai pris le téléphone et composé le numéro de Samantha. J'avais besoin d'entendre sa voix une fois de plus. J'avais besoin de confirmer qu'elle avait vraiment dit ces mots terribles. « Qu'est-ce que tu veux encore, maman ?» a-t-elle répondu avec agacement après la 5e sonnerie. « Samantha, j'ai besoin de savoir si tu pensais vraiment ce que tu m'as dit aujourd'hui, » ai-je demandé d'une voix tremblante. « Bien sûr que je le pensais, » a-t-elle répondu sans une once de remords. « Maman, il est temps que tu comprennes que j'ai besoin d'espace. Ton obsession pour moi n'est pas saine. »« Obsession ?» ai-je répété, incrédule. « Tu appelles l'amour d'une mère une obsession ?» Oui, exactement. Et j'espère qu'après aujourd'hui, tu auras enfin compris le message. J'ai besoin que tu respectes mes limites et que tu me laisses vivre ma vie. J'ai raccroché le téléphone sans dire au revoir. Il n'y avait pas de malentendu. Ma fille croyait vraiment que mon amour était un fardeau.
que ma présence dans sa vie était un problème qu'elle devait résoudre. Cette nuit-là, je n'ai pas pu dormir. Je suis restée éveillée, fixant le plafond, me remémorant chaque beau moment que nous avions partagé. Chaque câlin, chaque « je t'aime, maman » qui était sorti de ses lèvres. Tout cela avait-il été un mensonge? Ou avais-je simplement élevé une fille devenue si égoïste qu'elle ne pouvait voir au-delà de ses propres besoins? À 3 heures du matin, quelque chose a changé en moi. La tristesse a commencé à se transformer en quelque chose de différent, en colère, en indignation, en la claire compréhension que j'avais été utilisée, manipulée et jetée comme un mouchoir usagé. Ma fille voulait que je meure. Eh bien, peut-être était-il temps de lui donner exactement ce qu'elle demandait, mais pas de la manière dont elle s'y attendait. Le lendemain, je me suis réveillée avec une clarté d'esprit que je n'avais pas connue depuis des années. La tristesse avait laissé place à quelque chose de plus puissant, la détermination. Si ma fille voulait que je disparaisse de sa vie, je le ferais, mais pas de la manière dont elle l'attendait. J'ai mis mes plus beaux vêtements et je suis sortie avec un objectif précis. Premier arrêt, la banque, où j'avais un compte joint avec Samantha pour les dépenses d'urgence de sa maison. Ce compte que j'avais ouvert au cas où et dans lequel j'avais déposé 20 000 € pour tout imprévu qui pourrait survenir. « Bonjour, Madame Dubois », m'a salué le directeur, Monsieur Robert, qui me connaissait depuis des années. « Comment puis-je vous aider aujourd'hui ? Je veux fermer le compte joint numéro 415872891. » ai-je dit avec un sourire qu'il a interprété comme de la gentillesse, mais qui était en réalité de la pure vengeance. « Vous êtes sûr ? Ce compte a un solde considérable de 20 000 €, a-t-il prévenu en vérifiant son écran d'ordinateur. « Absolument sûr. Je veux transférer tout cet argent sur mon compte personnel, » ai-je répondu en signant les papiers d'une main ferme. Voir ces 20 000 € retourner sur mon compte personnel m'a procuré une satisfaction que je n'avais pas ressentie depuis des années. Ce n'était que le début. Prochain arrêt, le bureau des prêts hypothécaires. L'année précédente, lorsque David était au chômage, je m'étais porté co-emprunteur de leur hypothèque. Cela signifiait que s'il ne pouvait pas payer, la responsabilité m'incombait. Mais cela signifiait aussi que j'avais des droits sur cette propriété. « Madame Dubois » m'a salué l'agente de crédit, Mademoiselle Philippe. « Qu'est-ce qui vous amène ?»« Je veux revoir le contrat d'hypothèque où j'apparais comme co-emprunteur, » ai-je expliqué. « J'ai besoin de comprendre exactement quels sont mes droits et mes obligations. » Pendant qu'elle cherchait les documents, je me suis souvenu du jour où j'avais signé ces papiers. Samantha avait pleuré d'émotion. « Merci, maman. Je ne sais pas ce que nous ferions sans toi. Tu es notre sauveuse, » avait-elle dit en me serrant fort dans ses bras. David m'avait également remercié, promettant qu'il n'aurait jamais de retard de paiement. « Voici les documents, » a dit Mademoiselle Philippe, plaçant un épais dossier devant moi. En tant que co-emprunteur, vous êtes responsable des paiements si les titulaires principaux ne peuvent pas les effectuer. Mais vous avez également le droit de réclamer la propriété si vous estimez que les débiteurs ne seront pas en mesure de remplir leurs obligations. « Exactement, » ai-je complété en examinant attentivement les papiers. « Y a-t-il un problème avec les paiements ?» J'évalue la situation, ai-je répondu en mettant une copie de tous les documents dans mon sac. Que devrais-je faire si je décidais d'exercer mes droits de co-emprunteur ? Vous devriez démontrer qu'il y a un risque de défaut de paiement ou qu'il y a déjà eu des retards importants. Dans votre cas, je vois que vous avez couvert 8 mois de paiement l'année dernière, ce qui est déjà une preuve suffisante que les titulaires principaux manquent de stabilité financière. Parfait. David avait de nouveau perdu son emploi la semaine dernière. Une information que Samantha m'avait donnée sans penser aux implications. Elle pensait demander de l'aide indirectement, mais ce qu'elle me donnait en réalité, c'était les armes pour ma vengeance.
J'ai quitté ce bureau avec un sourire. Ma chère fille n'avait aucune idée de la tempête qui se préparait. Troisième arrêt, mon avocat personnel, maître Daniel Leclerc, un homme de 70 ans qui avait été un ami de mon défunt mari. Il connaissait toute ma situation familiale et avait été témoin de mes sacrifices pour Samantha pendant des décennies. « Hélène » m'a-t-il salué chaleureusement. « Qu'est-ce qui t'amène dans mon cabinet ? Ce n'est pas courant de te voir ici. »« Daniel, j'ai besoin de ton aide pour quelque chose de très important, » lui ai-je dit en m'asseyant en face de son bureau. « Je veux changer complètement mon testament. » Ses sourcils se sont haussés de surprise. « Quelque chose s'est passé avec Samantha ?» Je lui ai tout raconté. Chaque mot blessant, chaque moment de mépris. La froideur avec laquelle elle avait souhaité ma mort le jour de son anniversaire. Daniel m'a écouté en silence, son expression devenant plus sérieuse à chaque détail. « Hélène, » a-t-il dit finalement, « je suis tellement désolé pour ce que tu traverses. Je n'aurais jamais pensé Samantha capable d'une chose pareille après tout ce que tu as fait pour elle. » Moi non plus, ai-je soupiré. Mais j'ai pris ma décision. Je veux changer mon testament et tout laisser à une organisation caritative. Je veux aussi créer un fonds en fiducie pour mes petits-enfants, mais Samantha ne pourra pas avoir accès à cet argent avant leurs 25 ans. « Cela peut se faire, » a acquiescé Daniel en prenant des notes. « Veux-tu aussi changer les bénéficiaires de ton assurance vie ? » Bien sûr. Tout ce qui porte le nom de Samantha, je veux le changer. Ma fille veut que je meure, mais quand ce sera le cas, elle ne recevra pas un seul centime de moi. Nous avons passé 2 heures à examiner tous mes documents juridiques. Ma police d'assurance vie de 100 000 €, mes économies, mon appartement, mes investissements. Tout ce qui avait été un jour destiné à Samantha irait désormais à la Fondation Espoir pour l'enfance, où j'avais travaillé comme bénévole pendant des années. « Il y a autre chose, » ai-je dit alors que nous terminions. « Je veux que tu prépares tous les documents pour réclamer la maison où vit Samantha. En tant que co-emprunteur de l'hypothèque, j'ai des droits. Et son mari vient de perdre à nouveau son emploi. » Les yeux de Daniel se sont illuminés de compréhension. « Maintenant, je vois où tu veux en venir. Es-tu sûr de vouloir aller aussi loin ? » « Absolument sûr, » ai-je répondu avec une détermination qui me surprenait moi-même. Ma fille m'a dit que sa vie serait plus facile si je disparaissais. Eh bien, je vais disparaître, mais d'abord, je vais m'assurer qu'elle comprenne exactement ce que signifie vivre sans moi et sans tout ce que j'ai fait pour elle. Quand j'ai quitté le cabinet de Daniel, il faisait déjà nuit. J'ai marché dans les rues de mon quartier en me sentant renouvelée, comme si je m'étais réveillée d'un très long rêve. Pendant 45 ans, j'avais vécu pour Samantha. J'avais sacrifié mes propres rêves et désirs pour lui donner tout ce qu'elle voulait. Mais plus maintenant. Je suis rentrée à mon appartement et je me suis versé un verre de vin, chose que je n'avais pas faite depuis des années. Trinquer à ma propre santé était quelque chose de complètement nouveau, mais c'était incroyablement libérateur. J'ai pris mon téléphone et composé un numéro que j'avais enregistré des mois auparavant, mais que je n'avais jamais osé utiliser. C'était celui d'une agence de voyage spécialisée pour les retraités qui offrait des forfaits pour vivre à l'étranger. « Bonsoir, c'est Hélène Dubois », ai-je dit quand ils ont répondu. « J'ai vu votre promotion sur la vie en Suisse. Pourriez-vous m'envoyer des informations complètes ? » « Bien sûr, Madame Dubois. La Suisse est une destination très populaire parmi nos clients. Nous avons plusieurs programmes, des séjours temporaires à la résidence permanente. De quel type d'informations avez-vous besoin ? » « De tout, » ai-je répondu sans hésitation. Je veux tout savoir sur la façon dont une personne de 72 ans peut commencer une nouvelle vie en Suisse. Après avoir raccroché, je me suis tenue à la fenêtre, regardant la ville où j'avais vécu toute ma vie. Bientôt, tout cela ne serait plus qu'un souvenir. Ma fille avait demandé ma disparition comme cadeau d'anniversaire,
et j'allais le lui accorder de la manière la plus spectaculaire possible. Ce que Samantha ne savait pas, c'est que son souhait était sur le point de devenir son pire cauchemar. Les jours suivants furent une montagne russe d'émotions et de préparatifs secrets. Chaque matin, je me réveillais avec un mélange de douleur et de détermination qui me poussait à avancer dans mon plan. C'était comme si je m'étais réveillée d'un long sommeil où je n'avais vécu que pour plaire à ma fille. Et maintenant, enfin, je vivais pour moi-même. Le mercredi matin, mon téléphone a sonné. C'était Samantha. Un instant, mon cœur s'est emballé, pensant qu'elle avait peut-être reconsidéré, qu'elle allait peut-être s'excuser pour les mots terribles qu'elle avait prononcés, comme j'étais encore naïve. « Maman, » dit-elle de cette voix froide qu'elle avait adoptée dernièrement, « j'ai besoin que tu me rendes un service. Pas même un « bonjour » ou un « comment vas-tu ?» Elle est allée droit au but, comme si j'étais son assistante personnelle. « De quoi as-tu besoin ?» ai-je demandé, curieuse de voir jusqu'où irait son audace. Les jumeaux ont une présentation à l'école vendredi et David et moi avons un dîner de travail important. Pourrais-tu les garder ce soir-là? L'ironie était délicieuse. La même femme qui avait souhaité ma mort comme cadeau d'anniversaire me demandait maintenant de garder ses enfants comme si de rien n'était, comme si j'étais une ressource disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Je ne peux pas, ai-je répondu simplement. Comment ça, tu ne peux pas? Demanda-t-elle avec une surprise sincère. De toute évidence, elle n'était pas habituée à ce que je dise non. J'ai d'autres projets? Ai-je dit avec un sourire qu'elle ne pouvait pas voir. Quel projet pourrais-tu bien avoir? Demanda-t-elle avec ce ton condescendant qui me blessait profondément, comme si à 72 ans, je n'avais pas le droit d'avoir ma propre vie. Des projets qui ne te regardent pas, ai-je répondu en gardant mon calme. Trouve une autre baby-sitter. Mais maman, je ne peux pas trouver de baby-sitter à si court préavis. Et puis, tu ne me fais jamais payer pour garder tes propres petits-enfants. Voilà, la manipulation émotionnelle qu'elle avait utilisée sur moi pendant des années. Mais cette fois, ça ne marcherait pas. Depuis que tu m'as dit que ton plus grand cadeau serait que je meure, ai-je répondu froidement. Si tu veux que je disparaisse de ta vie, je commence maintenant. Il y eut un long silence à l'autre bout du fil. Finalement, Samantha laissa échapper un rire sarcastique. « Sérieusement, tu vas me punir comme une petite fille ?» dit-elle. Je pensais qu'après quelques jours, le drame serait terminé. « Ce n'est pas un drame, Samantha. C'est le respect de ton souhait. Tu voulais que je disparaisse, alors c'est ce que je vais faire. »« Très bien, » dit-elle avec agacement. « Si tu veux être aussi puéril, c'est ton problème. Mais ne viens pas pleurer plus tard quand tu seras seule. » Elle a raccroché sans dire au revoir. Parfait. Chaque interaction confirmait que je prenais la bonne décision. Cet après-midi-là, je suis retournée à la banque, cette fois pour faire quelque chose que je n'aurais jamais pensé faire. Retirer la plupart de mes économies en espèces. C'était 30 000 € que j'ai mis dans une enveloppe et rangé dans mon coffre-fort personnel, l'argent dont j'aurais besoin pour ma nouvelle vie en Suisse. J'ai aussi appelé l'agence de voyage et confirmé mon voyage. Un vol pour Zurich mardi prochain avec l'option de prolonger mon séjour indéfiniment. Le coût initial était de 5 000 €, argent que j'ai payé sans ciller. C'était l'investissement le plus cher et le plus intelligent que j'avais fait depuis des années. Le jeudi matin, j'ai reçu une visite inattendue. C'était ma voisine, Marguerite Martin, une femme de 68 ans, qui vivait dans l'appartement d'à côté et avec qui j'avais développé une amitié au cours des 5 dernières années. « Hélène » dit-elle en s'asseyant dans mon salon avec une tasse de café. « Tu as l'air différente ces jours-ci. Quelque chose s'est passé ?» Marguerite avait été un témoin silencieux de tous mes sacrifices pour Samantha.
Elle m'avait vu annuler des projets avec elle pour me précipiter chez ma fille dès qu'elle avait besoin de moi. Elle avait vu les sacs de nourriture chers que j'achetais pour apporter à Samantha pendant que je mangeais de la soupe en conserve pour économiser de l'argent. Je lui ai tout raconté, chaque détail douloureux de ce qui s'était passé le jour de l'anniversaire de Samantha, et aussi tous les plans que j'avais faits pendant la semaine. « Mon Dieu, Hélène !» murmura Marguerite, les yeux remplis de larmes. « Je n'arrive pas à croire que Samantha t'ait dit quelque chose d'aussi cruel après tout ce que tu as fait pour elle. Le pire, c'est qu'elle l'a dit comme si c'était la chose la plus normale du monde, ai-je expliqué. Comme si j'étais une nuisance dans sa vie qui devait être éliminée. « Et tu vas vraiment en Suisse ?»« Oui, » ai-je répondu fermement. « J'ai déjà acheté le billet. Je pars mardi. » Marguerite a pris mes mains avec gentillesse. « Tu sais que tu as tout mon soutien, n'est-ce pas ? Ce que Samantha t'a fait est impardonnable. Il y a autre chose, ai-je dit en baissant la voix. Je vais avoir besoin de ton aide pour quelque chose de très important. Je lui ai expliqué mon plan complet, comment je voulais que Samantha croie que j'étais vraiment morte, du moins pour un temps. Marguerite serait ma complice, la personne qui trouverait mon appartement vide et ma lettre d'adieu. « C'est brillant !» murmura Marguerite avec un sourire malicieux. « Cette enfant ingrate va enfin comprendre ce que signifie te perdre. Tu veux que je t'aide ? » Bien sûr que oui. En fait, je pense que c'est exactement ce dont Samantha a besoin pour se réveiller. Cette nuit-là, j'ai travaillé sur la lettre la plus importante de ma vie. La lettre que Samantha trouverait sur sa table et qui changerait tout pour toujours. J'ai écrit et réécrit chaque mot, m'assurant qu'il transmettait exactement ce que je voulais dire. « Ma chère Samantha », commençait la lettre. « Tu m'as demandé comme cadeau d'anniversaire de disparaître de ta vie et j'ai décidé d'exaucer ton vœu. Quand tu liras cette lettre, je serai déjà loin d'ici, commençant la vie que j'aurais dû vivre il y a des années, au lieu de tout sacrifier pour toi. » J'ai continué à écrire pendant des heures, documentant chaque centime que j'avais dépensé pour elle, chaque sacrifice que j'avais fait, chaque opportunité que j'avais manquée en étant toujours disponible pour ses besoins. Mais ce n'était pas une lettre amère, c'était une lettre éducative. Je voulais qu'elle comprenne exactement ce qu'elle avait perdu. Avec cette lettre, tu trouveras tous les documents juridiques que j'ai signés cette semaine. Ai-je continué à écrire. Le changement de testament, l'annulation de ton assurance santé que je payais, la notification qu'en tant que co-emprunteur de ton hypothèque, j'ai décidé d'exercer mes droits en raison de l'instabilité professionnelle de David, et l'annulation de tous les avantages financiers que tu recevais de ma part. C'était une lettre de 23 pages qui détaillait méticuleusement tout ce qui allait changer dans sa vie maintenant que j'avais disparu, exactement comme elle le voulait. « Ta vie sera beaucoup plus facile sans moi », se terminait la lettre, « mais elle sera aussi beaucoup plus chère. J'espère que ça en vaudra la peine. » Le vendredi soir, alors que je rangeais mes affaires les plus importantes dans 2 valises, j'ai reçu un appel de Samantha. Je n'ai pas répondu. Elle a appelé 3 autres fois, mais j'ai simplement laissé le téléphone sonner. Je n'avais plus rien à lui dire. Le lendemain, samedi, David s'est présenté à ma porte. Il avait l'air épuisé et désespéré. « Hélène, » dit-il d'une voix suppliante, « Samantha m'a raconté ce qui s'est passé entre vous. Je sais que ce qu'elle a dit était mal, mais s'il te plaît, ne fais pas ça à notre famille. » « Faire quoi ?» ai-je demandé, feignant l'innocence. « Arrêter de nous aider, te retirer de nos vies comme ça. Les enfants ont besoin de toi. Nous avons besoin de toi. » Comme c'est intéressant. Quand Samantha voulait se débarrasser de moi, j'étais une nuisance. Mais quand ils ont réalisé tout ce que je faisais pour eux, soudain, ils avaient besoin de moi. « David, » ai-je dit calmement, « ta femme a été très claire avec moi.
Ma présence dans sa vie est un fardeau qu'elle ne veut plus porter. Je ne fais que respecter ses souhaits. Mais Hélène, tu sais comment est Samantha quand elle se met en colère. Elle ne le pensait pas. Oh, vraiment, parce qu'elle avait l'air plutôt convaincante quand elle a souhaité ma mort comme cadeau d'anniversaire. David a baissé la tête. Il savait qu'il n'avait aucun argument pour défendre l'indéfendable. « S'il te plaît » a-t-il insisté. « Donne-moi une chance de réparer ça. Je vais parler à Samantha. Je vais lui faire comprendre à quel point elle a tort. » « Il est trop tard pour ça, » ai-je répondu en fermant lentement la porte. « Fais un bisou à mes petits-enfants pour moi. » Le dimanche était mon dernier jour dans cette ville. J'ai passé la matinée à me promener dans les endroits qui avaient été importants dans ma vie. L'hôpital où j'avais travaillé pendant 40 ans, le parc où j'avais emmené Samantha enfant, l'église où j'avais épousé son père. C'était mon adieu silencieux à une vie que j'avais vécue entièrement pour les autres. Le lundi, je commencerai une vie que je vivrai enfin pour moi-même. Le dimanche soir, je n'ai pas pu dormir, non pas à cause des nerfs ou du regret, mais à cause d'une étrange émotion que je n'avais pas ressentie depuis des décennies. L'anticipation d'une aventure. À 72 ans, j'étais sur le point de commencer la vie dont j'avais toujours rêvé, mais que je n'avais jamais osé vivre. À 5 heures du matin le lundi, Marguerite a frappé à ma porte comme nous l'avions convenu. Elle a apporté du café frais et un sourire entendu qui m'a rempli d'énergie. « Prête pour ta grande évasion ?» a-t-elle demandé en clignant de l'œil. « Plus que prête » ai-je répondu en portant mes 2 valises à la porte. « As-tu le double des clés de mon appartement ?»« Les voici » dit-elle en me montrant le jeu de clés que je lui avais donné la veille. « Et j'ai aussi la lettre pour Samantha et tous les documents juridiques que tu vas laisser sur sa table. » Nous avions tout planifié méticuleusement. Marguerite attendrait jusqu'à mercredi pour se rendre à l'appartement de Samantha et lui remettre les documents, prétendant qu'elle avait trouvé mon appartement vide et s'était inquiétée de ma disparition. Ce serait elle qui annoncerait à Samantha que j'étais partie pour toujours. « Souviens-toi » ai-je dit alors que nous appelions un taxi. « Tu dois avoir l'air très inquiète. Dis-lui que je n'ai pas répondu au téléphone depuis 2 jours, que tu as frappé à ma porte et que je n'ai pas répondu, et que lorsque tu as utilisé les clés d'urgence, tu as trouvé l'appartement vide et la lettre sur la table. » « Ne t'en fais pas, Hélène. J'ai été professeure de théâtre pendant 30 ans. Ce sera la performance de ma vie, » m'a dit Marguerite avec un sourire malicieux. Le taxi est arrivé ponctuellement à 6 heures du matin. Pendant qu'il chargeait mes valises, j'ai jeté un dernier regard à mon appartement. J'y avais vécu pendant 15 ans, mais étrangement, je ne ressentais aucune nostalgie. C'était comme si je me libérais enfin d'une prison que je m'étais moi-même construite. « À l'aéroport ?» a demandé le chauffeur de taxi. « À l'aéroport » ai-je confirmé, et j'ai senti que ces 2 mots marquaient le début de ma nouvelle existence. Pendant les 40 minutes de trajet jusqu'à l'aéroport, j'ai pensé à tout ce que je laissais derrière moi. Mon travail de bénévole à l'hôpital, mes routines quotidiennes, l'inquiétude constante pour Samantha et ses problèmes. Mais j'ai aussi pensé à tout ce qui m'attendait. La liberté de prendre mes propres décisions, de dépenser mon argent pour moi-même, de vivre sans le poids constant des exigences émotionnelles de ma fille. À l'aéroport, en attendant mon vol, j'ai reçu 3 appels de Samantha, auxquels je n'ai pas répondu. Puis, un SMS est arrivé. « Maman, tu es ridicule. Les enfants demandent après toi. Appelle-moi. » J'ai effacé le message sans répondre. C'était fascinant de voir que maintenant que je n'étais plus disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, elle avait soudainement besoin de moi. Le vol pour Zurich était long, mais paisible. Pour la première fois depuis des années, personne ne savait où j'étais.
Personne ne pouvait m'appeler pour me demander des faveurs, de l'argent ou du temps. C'était un sentiment de liberté enivrant que je n'avais pas connu depuis avant de devenir mère. Pendant le voyage de 12 heures, j'ai écrit dans mon journal tout ce qui s'était passé la semaine dernière. Chaque détail, chaque émotion, chaque décision qui m'avait conduite à ce moment. Je voulais me souvenir exactement de ce que l'on ressentait en se libérant d'une relation toxique, même lorsque cette relation était avec sa propre fille. Je suis arrivée à Zurich le mardi soir, heure locale. Un représentant de l'agence de voyage m'attendait à l'aéroport avec une pancarte à mon nom. C'était un jeune homme aimable, Maxime Hoffman, qui parlait un français parfait. « Madame Dubois », m'a-t-il salué avec un sourire sincère. « Bienvenue en Suisse. J'espère que vous êtes prête pour une nouvelle aventure. » Plus que prête, ai-je répondu, et pour la première fois depuis des semaines, mon sourire était complètement authentique. Maxime m'a conduite à un bel appartement meublé dans le centre de Zurich qu'il avait loué pour un mois, le temps que je décide si je voulais rester de façon permanente. Il était petit, mais confortable, avec des fenêtres donnant sur un charmant parc et une vue partielle sur le lac. « Voici toutes les informations sur la ville », a dit Maxime en me tendant un épais dossier. « Des endroits où manger, des activités pour les personnes de votre âge, des cours d'allemand, des groupes sociaux. J'ai aussi pris rendez-vous pour vous avec un conseiller financier demain après-midi pour vous aider avec les formalités administratives si vous décidez de rester de façon permanente. » Cette nuit-là, j'ai dormi mieux que je ne l'avais fait depuis des années. Il n'y avait pas de téléphone qui pouvait sonner, personne qui avait besoin de quoi que ce soit de moi, aucune responsabilité au-delà de prendre soin de moi-même. Le mercredi matin, je me suis réveillée tôt et je suis sortie explorer la ville. J'ai pris mon petit déjeuner dans un charmant café au bord du lac. J'ai acheté des fleurs fraîches pour mon appartement temporaire. Et pour la première fois depuis des décennies, j'ai dépensé de l'argent pour quelque chose de complètement inutile. Un magnifique foulard en soie qui coûtait 100 €. Je l'ai acheté simplement parce qu'il me plaisait, sans me soucier du prix, ou si cet argent pourrait être mieux investi dans les besoins de ma fille. En me promenant dans les rues de Zurich, j'ai calculé mentalement combien d'argent j'avais dépensé pour Samantha, rien qu'au cours des 5 dernières années. Entre les paiements de l'hypothèque quand David était au chômage, l'appareil dentaire des jumeaux, les cadeaux constants, l'essence pour aller garder les enfants, la nourriture que j'apportais toujours lors de mes visites. C'était au moins 50 000 €, de l'argent que j'aurais pu utiliser pour voyager à travers le monde, pour vivre confortablement, pour réaliser les rêves que j'avais reportés pendant des décennies. Au lieu de cela, je l'avais donné à une fille qui considérait mon amour comme un fardeau et ma présence comme une nuisance. À 14 heures, heure de Zurich, j'ai calculé qu'il serait 8 heures du matin dans ma ville natale. Marguerite se préparerait à se rendre à l'appartement de Samantha pour lui remettre la lettre qui allait tout changer. Je me suis assise sur un banc au bord du lac et j'ai attendu. Je savais que dans quelques heures, mon téléphone commencerait à sonner désespérément. Samantha allait enfin comprendre ce que signifiait vraiment me perdre. À 17 heures, mon téléphone a commencé à vibrer. C'était Samantha. Je l'ai laissé sonner jusqu'à ce qu'il s'arrête. Immédiatement, il a sonné à nouveau. Encore Samantha. Cette fois, j'ai répondu. « Maman !» a-t-elle crié, la voix brisée. « Où es-tu ? Marguerite est venue à la maison avec une lettre de toi. Elle a dit que tu avais disparu. Qu'est-ce qui se passe ? » « Bonjour, Samantha. » ai-je répondu calmement, profitant du lac suisse pendant que je parlais. « As-tu déjà lu la lettre ? » « Oui, je l'ai lue. Tu es folle ? Comment as-tu pu nous faire ça ? Où es-tu ? » « Je suis exactement là où je dois être, » ai-je répondu. « Loin de toi ? Exactement comme tu le voulais. » Mais je ne voulais pas ça. Je ne voulais pas que tu partes pour de vrai. J'étais juste en colère. Je ne le pensais pas.
La voilà, la tactique typique de Samantha. Minimiser le mal qu'elle avait causé, me faire sentir coupable d'avoir réagi à sa cruauté. Tu ne le pensais pas quand tu m'as dit que ton plus grand souhait d'anniversaire était que je meure? Ai-je demandé, parce que tu avais l'air plutôt convaincante. C'était juste. J'étais juste frustrée. David a de nouveau perdu son emploi. Les enfants me posent des problèmes à l'école. Je suis tellement stressée. Je n'aurais pas dû m'en prendre à toi. Tu as raison, tu n'aurais pas dû. Mais c'est fait, et les mots ne peuvent pas être repris. Mais maman, s'il te plaît, reviens. Nous avons besoin de toi. J'ai besoin de toi. Comme c'est intéressant. Maintenant, elle avait besoin de moi. Maintenant qu'elle avait lu la lettre sur tous les avantages financiers qu'elle avait perdus. Maintenant qu'elle savait qu'elle pourrait perdre sa maison. Maintenant qu'elle comprenait qu'elle devrait payer sa propre assurance maladie et trouver une baby-sitter pour les jumeaux. Tu as besoin de moi? Ou tu as besoin de mon argent? Lui ai-je demandé directement. Il y eut un long silence à l'autre bout du fil. J'ai besoin de toi, murmura-t-elle finalement, mais sa voix ne semblait pas convaincante. Samantha, pendant 45 ans, j'ai vécu pour toi. J'ai sacrifié mes rêves, mon argent, mon temps, mes opportunités. Et quand j'ai finalement eu besoin de sentir que tu m'aimais et que tu me valorisais, tu m'as dit que tu préférerais que je sois morte. Ces mots ont brisé mon cœur d'une manière que je ne pourrai jamais réparer. Je suis désolée, maman. Je suis tellement désolée. Désolée ne suffit pas, Samantha. Le mal est fait. Et tu sais quoi? C'était peut-être la meilleure chose que tu aurais pu me dire, parce que ça m'a enfin ouvert les yeux et m'a fait comprendre que j'ai vécu ma vie de la mauvaise manière. Qu'est-ce que tu veux dire? Je veux dire que pour la première fois depuis des décennies, je vis pour moi et c'est merveilleux. Où es-tu, maman? S'il te plaît, dis-le-moi, supplia Samantha, la voix étranglée par les larmes. Les enfants demandent après leur grand-mère. Ils ne comprennent pas pourquoi tu n'es pas venu les voir. C'était fascinant de voir que maintenant que je n'étais plus disponible, les petits-enfants me manquaient soudainement. Pendant toutes ces années où j'annulais mes projets pour les garder, où je leur achetais des cadeaux chers, où je les emmenais au parc pendant que Samantha faisait du shopping, c'était juste ce qu'on attendait de moi. Mais maintenant que j'étais partie, mon absence se faisait sentir. Les enfants iront bien, ai-je répondu en regardant les montagnes suisses au loin. Ils sont résilients. Ce qu'ils apprendront, c'est que les actions ont des conséquences et que les mots blessants peuvent détruire des relations pour toujours. Mais maman, s'il te plaît, tu ne peux pas disparaître comme ça. Et si quelque chose t'arrivait? Et si tu tombais malade? Comment le saurions-nous? Maintenant, elle s'inquiétait pour mon bien-être. Comme c'est pratique. Samantha, au cours des 5 dernières années, j'ai eu 3 épisodes d'hypertension qui m'ont envoyée à l'hôpital. Sais-tu combien de fois tu m'as rendu visite? Aucune. Tu avais toujours quelque chose de plus important à faire. Alors, ne viens pas me parler maintenant de tes inquiétudes pour ma santé. Ce n'est pas vrai, protesta-t-elle faiblement. C'est vrai. La première fois que j'ai été hospitalisée, je t'ai appelé des urgences. Tu m'as dit que tu ne pouvais pas venir parce que tu avais un rendez-vous chez le coiffeur. La deuxième fois, c'était l'anniversaire de David et vous faisiez la fête. La troisième fois, tu n'as tout simplement pas répondu au téléphone. Le silence à l'autre bout du fil a confirmé qu'elle se souvenait parfaitement de chaque occasion. Je pensais que ce n'était pas grave, murmura-t-elle. Bien sûr, parce que ma santé n'a jamais été une priorité pour toi. Mais mes chèques, si. Ce n'est pas une question d'argent, a crié Samantha. C'est une question de toi. Tu me manques, maman. Tu me manques ou c'est d'avoir quelqu'un de disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7,
Pour résoudre tes problèmes qui te manquent? J'ai raccroché le téléphone sans attendre de réponse. Il a immédiatement sonné à nouveau, mais cette fois, je l'ai éteint complètement. J'avais besoin de paix pour profiter de ma première nuit de liberté. Ce soir-là, je suis sortie dîner seule dans un restaurant élégant au bord du lac. J'ai commandé le plat le plus cher du menu, du saumon au caviar qui coûtait 80 €, et j'ai bu une bouteille entière de vin français. Cela faisait des années que je ne m'étais pas offert ce genre de luxe, pensant toujours que l'argent pourrait être utile à Samantha. Le lendemain, jeudi, j'ai rallumé mon téléphone et j'ai trouvé 47 appels manqués et 23 messages textes, tous de Samantha et David. Les messages passaient des supplications aux menaces. « S'il te plaît, maman, réponds. Nous sommes très inquiets, » disait le premier. « Si tu ne réponds pas, nous allons appeler la police, » menaçait le cinquième. « Nous avons déjà appelé la police. Ils ont dit qu'ils ne pouvaient rien faire parce que tu as laissé une lettre expliquant ton départ, » admettait le dixième. « La banque nous a appelés. Tu as annulé le compte joint. Comment allons-nous payer les urgences? » disait le quinzième. C'était beau de voir comment l'inquiétude pour mon bien-être s'était rapidement transformée en panique face aux implications financières de mon absence. J'ai décidé de répondre à un seul message. « Je vais bien. Je suis exactement là où je dois être. Ne me cherchez pas. » La réponse est arrivée en moins de 5 minutes. « Tu ne comprends pas ce que tu fais. Tu vas nous ruiner. L'avocat de l'hypothèque nous a appelés. Il dit que tu peux prendre notre maison. » La voilà, la vérité. Elle n'était pas inquiète que je puisse souffrir ou être en danger. Elle était inquiète parce qu'elle avait enfin compris les implications financières de ma perte. J'ai répondu « Maintenant, tu comprends ce que ça vaut de m'avoir dans ta vie. Dommage que tu t'en rendes compte trop tard. » Cet après-midi-là, j'ai eu mon rendez-vous avec le conseiller financier suisse. C'était un homme plus âgé, très professionnel, nommé Hans Meyer, qui m'a aidé à comprendre toutes mes options pour la résidence permanente en Suisse. « Avec vos économies actuelles et votre pension française, » a-t-il expliqué, « vous pouvez vivre confortablement ici pour le reste de votre vie. La Suisse dispose d'excellents programmes de soins médicaux pour les étrangers retraités, et la qualité de vie est exceptionnelle. » Pour la première fois depuis des années, j'ai parlé ouvertement de mes finances sans me soucier d'économiser de l'argent pour les urgences de Samantha. C'était libérateur de calculer mes dépenses en fonction uniquement de mes propres besoins et désirs. Vous pouvez également investir une partie de vos économies dans l'économie suisse, a poursuivi Hans. Les rendements sont stables et sûrs. En 5 ans, vous pourriez doubler votre patrimoine si vous investissez judicieusement. Doubler mon patrimoine. Combien de fois avais-je eu cette opportunité? Mais j'avais préféré dépenser l'argent pour les caprices de ma fille. Y a-t-il autre chose que je devrais savoir? Ai-je demandé. Nous avons beaucoup de clients dans des situations similaires à la vôtre. Des personnes âgées qui sont venues en Suisse chercher un nouveau départ après des relations familiales compliquées. Vous n'êtes pas seul dans cette expérience. Cette information m'a profondément réconfortée. Je n'étais pas la seule mère à avoir été manipulée et rejetée par des enfants ingrats. Il y avait toute une communauté de personnes qui avaient choisi leur propre bonheur plutôt que les exigences toxiques de leur famille. Cependant, alors que l'euphorie initiale de ma fuite commençait à s'estomper, la réalité a commencé à s'installer. La Suisse était magnifique, mais elle m'était aussi totalement étrangère. La barrière de la langue est devenue immédiatement apparente lorsque j'ai essayé de faire des courses le lendemain. La caissière parlait rapidement en allemand, et je suis restée là, impuissante, me sentant gênée et déplacée. Une jeune femme aimable derrière moi dans la file a traduit, mais l'expérience m'a laissée vulnérable. « Peut-être devriez-vous envisager de prendre des cours d'allemand ?» avait suggéré Hans lors de notre rencontre. « Cela vous aidera à mieux vous intégrer. » Je me suis inscrite à un cours d'allemand pour débutants au centre communautaire local, mais j'ai trouvé cela incroyablement difficile.
À 72 ans, mon esprit n'était pas aussi rapide à absorber une nouvelle langue qu'il aurait pu l'être autrefois. Les autres étudiants, pour la plupart des jeunes dans la vingtaine et la trentaine, progressaient beaucoup plus vite que moi. Guten Tag, wie geht es Ihnen? Je pratiquais devant mon miroir chaque matin, luttant avec les consonnes dures. Il y avait aussi des moments de solitude intense. Dans mon ancienne vie, malgré tout, j'avais une routine. Je savais où aller, à qui parler. Ici, j'étais une parfaite inconnue. Le bel appartement commençait parfois à ressembler à une cage dorée, surtout le soir, quand je n'avais personne à qui parler. Et puis, il y avait des défis physiques que je n'avais pas anticipés. Les rues vallonnées de Zurich étaient pittoresques, mais difficiles pour mes genoux vieillissants. Un après-midi, j'ai eu un moment effrayant où j'ai ressenti une douleur à la poitrine en grimpant une rue particulièrement raide. J'ai dû m'asseoir sur un banc pendant près d'1 heure, me demandant si je faisais une crise cardiaque et réalisant que je ne savais même pas comment appeler les services d'urgence dans ce pays. Il s'est avéré que ce n'était que de l'anxiété et du surmenage. Mais l'incident m'a secouée. Que se passerait-il si je tombais vraiment malade? Qui m'aiderait? Pour la première fois, je me suis demandé si j'avais pris la bonne décision. Le vendredi matin, j'étais assise dans un café, en train d'essayer de lire un journal suisse avec l'aide d'une application de traduction sur mon téléphone, lorsqu'une femme plus âgée s'est approchée de ma table. « Excusez-moi » dit-elle dans un anglais accentué mais clair. Je n'ai pas pu m'empêcher de remarquer que vous aviez du mal avec le journal. Américaine? Française, ai-je répondu, reconnaissante d'entendre une langue que je comprenais mieux. Est-ce si évident? Elle a ri. Nous, les expatriés à la retraite, on se repère à 1 kilomètre. Je suis Ingrid Weber, d'Allemagne à l'origine. Puis-je me joindre à vous? Ingrid avait 71 ans, des cheveux argentés coiffés en un carré élégant et des yeux vifs et intelligents. Elle avait déménagé en Suisse il y a 2 ans après, comme elle le disait, avoir décidé que sa famille avait pris assez de sa vie. Autour d'un café, nous avons échangé nos histoires. La sienne était étrangement similaire à la mienne. Mon fils et ma belle-fille me traitaient comme un distributeur automatique de billets sur pattes, a confié Ingrid. Chaque fois qu'ils avaient besoin d'argent pour des vacances, de nouvelles voitures ou des caprices, ils appelaient « chère maman ». Mais quand c'était mon anniversaire, ou que j'étais malade, soudain, ils étaient trop occupés. « Qu'est-ce qui vous a finalement poussé à partir ?» ai-je demandé. Ils ont menacé de me couper l'accès à mes petits-enfants lorsque j'ai refusé de leur acheter une maison de vacances en Espagne. A-t-elle dit, ses yeux se durcissant au souvenir. C'est à ce moment-là que j'ai réalisé que notre relation était purement transactionnelle. Alors, j'ai vendu ma maison à Munich, j'ai déménagé ici, et je ne leur ai pas dit où j'allais. Était-ce difficile au début? Ai-je demandé, pensant à mes propres difficultés. Les premiers mois ont été terribles, a-t-elle admis. Je pleurais tous les soirs. La culpabilité me rongeait. Je pensais que j'étais peut-être vraiment égoïste, qu'une bonne mère devrait toujours se sacrifier pour ses enfants. Et qu'est-ce qui a changé? J'ai réalisé que mes enfants ne se demandaient jamais si j'étais heureuse, si j'avais assez d'argent pour mes propres besoins, ou si mes sacrifices constants me faisaient du mal. Ils ne se souciaient que de ce que je pouvais leur donner, a dit Ingrid. Ce n'est pas de l'amour, Hélène. C'est de l'exploitation. Ces mots ont résonné profondément dans mon cœur. Pendant des décennies, j'avais confondu la manipulation émotionnelle avec l'amour filial, les demandes constantes avec un besoin authentique. De plus, ajouta Ingrid avec une lueur dans les yeux, ça s'améliore beaucoup mieux. J'ai tout un groupe d'amis maintenant. Nous nous appelons le Club des Phénix, des femmes qui ont renaît de leurs cendres de déception familiale. Nous nous retrouvons tous les dimanches pour le brunch. Vous devriez nous rejoindre. Pour la première fois depuis mon arrivée en Suisse, j'ai ressenti une véritable connexion.
Ingrid comprenait exactement ce que je traversais, parce qu'elle l'avait vécu elle-même. Alors que nous échangions nos numéros de téléphone, mon portable a commencé à sonner. C'était encore Samantha. « Persistante, n'est-ce pas ?» a observé Ingrid alors que je lui montrais l'écran. « Elle vient de réaliser qu'elle est en train de perdre sa maison, » ai-je expliqué. « Ah, maintenant les vraies préoccupations apparaissent, » a acquiescé Ingrid, d'un air entendu. « Laissez sonner. Quelle que soit sa crise, ce n'est plus votre urgence. » J'ai mis le téléphone en sourdine, ressentant un mélange de culpabilité et de détermination. Ingrid avait raison. Je devais briser le schéma de toujours être disponible pour résoudre les problèmes de Samantha. Ce soir-là, j'ai décidé de vérifier mes messages. Il y avait maintenant plus de 60 appels manqués et des dizaines de SMS de plus en plus désespérés. Je les ai parcourus, remarquant l'évolution de l'inquiétude à la colère, puis à la panique. Un message a attiré mon attention, non pas de Samantha, mais de David. « Hélène, s'il te plaît, appelle-nous. La banque avance dans la procédure de saisie. Samantha fait des crises d'angoisse. Les jumeaux n'arrêtent pas de demander où est mamie. Je sais que ce qu'elle a dit était terrible, mais s'il te plaît, ne punis pas toute la famille pour ça. » J'ai ressenti une pointe de culpabilité à l'égard de mes petits-enfants. Ils étaient innocents dans tout cela. J'avais toujours eu un lien spécial avec eux, surtout avec la plus calme, Émilie, qui aimait s'asseoir avec moi et dessiner pendant des heures. Pensaient-ils vraiment que je les avais abandonnés sans un mot? J'ai décidé d'envoyer un SMS uniquement à David. Les enfants peuvent m'écrire à cette adresse e-mail s'ils le souhaitent. Ne la partage pas avec Samantha. J'ai créé un nouveau compte de messagerie spécifiquement à cet effet. Le lendemain, luttant contre le décalage horaire et l'épuisement émotionnel, j'ai assisté à mon premier cours d'allemand. Le professeur, Frau Schmidt, était patiente mais ferme. « Wiederholen Sie bitte » n'arrêtait-elle pas de dire. « Répétez, s'il vous plaît. » Alors que je trébuchais sur les mots, à la fin de la session de 2 heures, ma tête me martelait et je me sentais complètement vaincue. J'étais trop vieille pour ça, pensais-je. Trop vieille pour tout recommencer. Trop vieille pour apprendre une nouvelle langue. Trop vieille pour construire une vie à partir de zéro. En quittant le centre communautaire, retenant des larmes de frustration, mon téléphone a vibré avec une notification. C'était un email d'Émilie, ma petite fille. « Chère mamie, papa m'a donné ton email. Où es-tu partie? Maman dit que tu es malade et que tu as dû partir pour aller mieux. Est-ce que tu reviens bientôt? Nos moments de dessin me manquent. Bisous, Émilie. » En pièce jointe, il y avait un dessin numérique de ce qui semblait être moi et elle nous tenant la main sous un arc-en-ciel. Mon cœur s'est presque brisé à cette vue. Je me suis assise sur un banc voisin, soudainement submergée par le doute. Étais-je égoïste? Étais-je en train de punir des enfants innocents pour la cruauté de leur mère? Mais ensuite, je me suis souvenue des mots d'Ingrid. « Ce n'est pas de l'amour, c'est de l'exploitation. » J'ai soigneusement composé une réponse. « Ma très chère Émilie, mamie n'est pas malade, mais elle avait besoin de faire un voyage spécial pour réfléchir à des choses importantes. Je suis dans un beau pays appelé la Suisse, où il y a des montagnes encore plus hautes que celles de nos livres d'images. Nos moments de dessin me manquent aussi, plus que tu ne peux l'imaginer. Je te promets que je te reverrai, même si je ne sais pas exactement quand. En attendant, continue de faire tes beaux dessins. Peut-être que tu pourras en faire tout un livre pour me le montrer un jour. Je t'aime très fort, et ce n'est pas de ta faute. Parfois, les adultes ont des sentiments et des problèmes compliqués qui sont difficiles à expliquer. Ta mamie. J'ai joint une photo que j'avais prise des Alpes suisses.
espérant que cela pourrait l'aider à comprendre que j'étais en sécurité et dans un bel endroit. En appuyant sur « Envoyer », j'ai réalisé que je pleurais. C'était la partie la plus difficile, savoir que mes actions, aussi justifiées soient-elles, causaient de la confusion et de la peine à mes petits-enfants. Mais je savais aussi que retourner à la dynamique toxique avec Samantha ne serait sain pour aucun de nous à long terme. Parfois, la guérison nécessite de la distance, même lorsque cette distance fait mal. Le dimanche, j'ai assisté au brunch du Club des Phénix auquel Ingrid m'avait invité. Le groupe se réunissait dans un charmant restaurant surplombant le lac de Zurich et j'ai été immédiatement accueillie par 6 femmes âgées de la mi-soixantaine au début des années 80. « Notre nouvelle Phénix », m'a présenté Ingrid. Hélène de France, dont la fille lui a souhaité la mort comme cadeau d'anniversaire. Il y eut des halètements autour de la table. « Ça, c'est un nouveau record de bassesse », a déclaré une femme britannique nommée Éléonore. « Mon fils m'a seulement dit que j'étais un fardeau, quand j'ai demandé à vivre avec lui après la mort de mon mari. Ma belle-fille a changé les serrures pendant que j'étais en vacances », a ajouté Maria, une Espagnole aux yeux bienveillants. Elle a dit que mon ingérence constante ruinait son mariage. Une par une, elles ont partagé leurs histoires, des récits douloureux d'ingratitude, de manipulation et de libération finale. J'ai été frappée par la similitude de nos expériences, malgré nos origines et nos cultures différentes. La culpabilité est la partie la plus difficile, a admis Helga, une ancienne professeure du Danemark. On nous conditionne à croire que l'amour maternel signifie un sacrifice sans fin, que nos besoins n'ont plus d'importance une fois que nous avons des enfants. Et la société le renforce, a ajouté Éléonore. Si nous nous mettons en premier, nous sommes des vieilles femmes égoïstes. Si nous donnons tout à nos enfants, nous sommes des saintes, jusqu'à ce que nous n'ayons plus rien à donner. Pendant 3 heures, nous avons parlé, ri et parfois pleuré ensemble. Ces femmes comprenaient ce que je traversais d'une manière que personne d'autre ne pouvait comprendre. Au moment de nous séparer avec la promesse de nous revoir la semaine suivante, je me sentais plus forte que je ne l'avais été depuis des jours. Je n'étais pas seule dans ce voyage. De retour à mon appartement, j'ai vérifié mes emails et j'ai trouvé une réponse de mon petit-fils, Alex, le jumeau d'Émilie. « Mamie, maman est vraiment contrariée. Elle pleure beaucoup et n'arrête pas de dire que tout est de sa faute. Papa a encore perdu son travail et il se dispute tout le temps. Est-ce que tu reviens nous aider comme tu le fais toujours ?» Le message m'a serré le cœur, mais j'ai aussi reconnu le schéma. Samantha en crise, s'attendant à ce que je me précipite pour tout arranger. Cela avait été notre dynamique pendant des décennies. Mais plus maintenant. J'ai répondu à Alex en gardant mon message aimant mais ferme. « Cher Alex, je suis désolée d'apprendre que les choses sont difficiles à la maison. Ta maman et ton papa sont des adultes qui doivent résoudre leurs propres problèmes. Je t'aime très fort, mais je ne peux pas revenir pour le moment. Cela ne veut pas dire que je ne me soucie pas de vous. Cela signifie que j'enseigne à tes parents une leçon importante sur la responsabilité et le respect. Parfois, les gens ont besoin de réparer leurs propres erreurs. Continue d'être le garçon fort et intelligent que je connais. Je suis toujours là si tu as besoin de parler. Bisous, mamie. » Le lundi matin a apporté un nouveau défi. J'ai reçu un appel inattendu d'une assistante sociale nommée Sarah Williams de ma ville natale. « Madame Dubois, ici Sarah Williams des services sociaux. Je vous appelle parce que nous avons reçu une plainte concernant votre bien-être. » Mon sang s'est glacé. « Une plainte ? De quel genre ? » Votre fille, Samantha Dubois, a déposé une plainte alléguant que vous pourriez souffrir de démence ou de déclin cognitif et que vous avez pris des décisions financières et de vie qui vous mettent en danger. Selon elle, vous avez disparu soudainement et vivez dans des conditions précaires à l'étranger. Je n'arrivais pas à croire ce que j'entendais.
Samantha était allée jusqu'à impliquer les services sociaux, inventant une maladie mentale pour invalider mes décisions et forcer mon retour. Mademoiselle Williams, ai-je répondu d'une voix ferme. Je ne souffre ni de démence, ni de déclin cognitif. Je vis en Suisse de mon plein gré, dans un appartement confortable, avec d'excellents soins médicaux et une santé mentale parfaite. Les allégations de ma fille sont complètement fausses. Je comprends votre position, Madame Dubois, mais nous devons vérifier votre bien-être. Serait-il possible de coordonner une évaluation médicale et psychologique par l'intermédiaire du consulat français en Suisse? Bien sûr, ai-je répondu sans hésitation. Je suis prête à subir toute évaluation qui démontrera que je suis en parfaite santé mentale et que mes décisions ont été prises en toute lucidité. Après avoir coordonné les détails de l'évaluation, j'ai raccroché, ressentant un mélange de rage et d'incrédulité. Samantha avait franchi une ligne de non-retour. Non seulement elle m'avait souhaité la mort, mais maintenant, elle essayait de détruire ma crédibilité mentale pour reprendre le contrôle de mon argent et de ma vie. J'ai immédiatement appelé mon avocat, Daniel, dans ma ville natale. « Hélène » m'a-t-il salué avec inquiétude. « Je suis heureux d'entendre ta voix. J'ai eu une semaine très intéressante avec ta fille. » J'imagine bien. Je viens de parler avec les services sociaux. Samantha m'accuse d'avoir la démence. Ce n'est pas tout, a soupiré Daniel. Elle a également engagé un autre avocat pour tenter de contester tous les changements juridiques que tu as faits avant de partir. Elle allègue que tu n'étais pas dans ton bon sens lorsque tu les as signés. Peut-elle faire ça? Elle peut essayer, mais elle n'a pas de fondement juridique solide. J'ai des enregistrements de toutes nos conversations où tu démontres clairement une lucidité totale. De plus, le fait que tu aies méticuleusement planifié ton départ et que tu vives de manière indépendante en Suisse contredit toute allégation de déclin cognitif. Que fait-elle d'autre? Elle a essayé d'accéder à tes comptes bancaires, alléguant une préoccupation pour ton bien-être. Elle voulait aussi arrêter le processus de récupération de la maison. Mais comme tout est légalement fondé et qu'elle a elle-même signé les documents reconnaissant que David a de nouveau perdu son emploi, elle n'a pas d'argument valable. C'était incroyable de voir jusqu'où Samantha était prête à aller pour récupérer les avantages financiers qu'elle avait perdus. Daniel, je veux que tu prépares une plainte pour diffamation contre ma fille. Ces fausses allégations sur mon état mental pourraient affecter ma réputation et mes droits légaux. Ce sera avec plaisir, a répondu Daniel avec satisfaction. Après avoir vu comment elle t'a traité, je pense qu'il est temps pour elle de faire face aux conséquences juridiques de ses actions. 2 jours plus tard, je me suis présentée au consulat français à Zurich pour les évaluations médicales et psychologiques. Le médecin français qui m'a examinée était un homme plus âgé et expérimenté qui a immédiatement compris la situation. « Madame Dubois » m'a-t-il dit après une évaluation exhaustive de 3 heures, « non seulement vous êtes en parfaite santé mentale, mais les décisions que vous avez prises démontrent une lucidité et un courage admirables. Votre fille essaie clairement de manipuler le système juridique pour récupérer des avantages financiers. Cela sera-t-il documenté officiellement? Absolument. J'enverrai un rapport détaillé aux services sociaux expliquant que ces allégations sont infondées et que vous menez une vie indépendante et saine en Suisse. Le même après-midi, j'ai reçu un appel de l'assistante sociale. « Madame Dubois, nous avons reçu le rapport médical du consulat. Il est clair que les allégations de votre fille sont sans fondement. Nous allons classer l'affaire et informer Samantha que ces plaintes étaient infondées. »« Merci, » ai-je répondu. « Cela sera-t-il consigné dans un dossier? » Oui, il sera documenté qu'elle a déposé une fausse plainte concernant le bien-être d'un membre de sa famille, ce qui pourrait avoir des implications juridiques si cela se répète. Parfait. Samantha avait non seulement échoué dans sa tentative d'invalider mes décisions, mais elle avait maintenant un dossier officiel de dépôt de fausses plaintes. En rentrant à mon appartement depuis le consulat,
J'ai ressenti un étrange mélange d'émotions. De la justification, certainement. J'avais prouvé que mon esprit était sain et que mes décisions étaient les miennes, mais aussi une profonde tristesse. Comment ma relation avec ma fille s'était-elle détériorée à ce point? Y avait-il un moyen de revenir en arrière après un tel niveau de trahison? Mon téléphone a vibré avec un SMS d'Ingrid. Dîner des Phénix ce soir. Tout le club se réunit pour célébrer l'anniversaire d'Éléonore. Nous serions ravis que tu te joignes à nous. J'ai souri, ressentant une vague de gratitude pour ces femmes qui étaient devenues mon système de soutien en si peu de temps. Je serai là, ai-je répondu, et j'ai une victoire à partager. Ce soir-là, entourée de mes nouvelles amies, j'ai raconté la saga de la tentative ratée de Samantha de me faire déclarer mentalement incompétente. Les femmes ont écouté avec des expressions allant de l'indignation aux hochements de tête entendus. Un classique, a dit Éléonore en levant son verre de vin. Mon fils a essayé la même chose quand j'ai refusé de mettre ma maison à son nom. À la santé des femmes fortes qui ne se laisseront pas contrôler. Nous avons toutes trinqué, et un instant, la douleur de la trahison de Samantha a été éclipsée par la chaleur de ce cercle de compréhension. Nous étions toutes des phénix renaissant des cendres de la déception familiale pour créer de nouvelles vies selon nos propres termes. Plus tard dans la nuit, j'ai décidé de faire quelque chose que j'envisageais depuis des semaines. Écrire une lettre ouverte détaillant toute mon expérience. Pas pour Samantha, mais pour d'autres mères qui pourraient vivre des situations similaires de manipulation et d'abus émotionnels de la part d'enfants adultes. J'ai écrit pendant 4 heures, documentant chaque sacrifice que j'avais fait, chaque manipulation que j'avais subie et chaque étape que j'avais franchie pour récupérer ma dignité et ma vie. C'était une lettre de 20 pages que j'ai intitulée « Quand l'amour d'une mère devient autodestruction ». Mon histoire de libération, à 72 ans. J'ai décidé d'envoyer la lettre à un blog en ligne que j'avais découvert, spécialisé dans les histoires de femmes âgées qui avaient trouvé le courage de changer radicalement leur vie. L'acte de mettre mon expérience par écrit était cathartique, transformant ma douleur privée en quelque chose qui pourrait aider les autres. Alors que je me couchais enfin cette nuit-là, épuisée mais étrangement en paix, j'ai réalisé quelque chose d'important. Le souhait cruel d'anniversaire de Samantha m'avait par inadvertance offert un cadeau précieux. La liberté de vivre enfin pour moi-même. Une semaine après avoir envoyé ma lettre au blog, j'ai reçu une réponse enthousiaste de la rédactrice en chef. « Hélène », a-t-elle écrit, « votre histoire est puissante et inspirante. Nous avons reçu des centaines de commentaires de femmes qui s'identifient complètement à votre expérience. Seriez-vous prête à participer à une interview vidéo pour notre chaîne YouTube ? » J'ai hésité. Révéler mon visage publiquement faciliterait la tâche à Samantha pour me retrouver si elle essayait vraiment. Mais ensuite, j'ai pensé à toutes les femmes qui pourraient bénéficier d'entendre mon histoire. Des femmes qui se sentaient piégées dans des dynamiques familiales toxiques, qui croyaient que le sacrifice maternel signifiait un effacement de soi complet. « Je le ferai », ai-je répondu, « mais à une condition, vous ne révélez pas ma localisation exacte. » L'interview a été menée par appel vidéo la semaine suivante. J'ai parlé pendant près de 2 heures de mon parcours, du moment où Samantha a souhaité ma mort à ma nouvelle vie en Suisse. Je n'ai rien retenu, partageant à la fois la douleur de la trahison et l'exaltation de la liberté. La chose la plus difficile à surmonter, ai-je expliqué à l'intervieweuse, a été la culpabilité. Nous, les mères, sommes conditionnées à croire que le bonheur de nos enfants est notre responsabilité, même lorsqu'ils sont adultes. Il m'a fallu 72 ans pour comprendre que je compte aussi,
que mon bonheur compte. Alors que je m'adaptais à la vie en Suisse, je me suis retrouvée à développer une routine. Cours d'allemand 3 matins par semaine, peinture à l'aquarelle les mardis et jeudis, et brunch du dimanche avec le Club des Phénix. Je m'améliorais lentement en langue, même si je dépendais encore beaucoup du français dans la plupart des situations. Ma relation avec Ingrid s'est transformée en une véritable amitié. Elle comprenait mes difficultés avec la langue et la culture d'une manière que personne d'autre ne pouvait. Quand je suis arrivée ici, m'a-t-elle confié lors d'un de nos cafés matinaux, je pleurais à chaque fois que je devais aller à l'épicerie. Je me sentais si impuissante, si perdue. Mais ça s'améliore, je te le promets. Elle avait raison. Petit à petit, je trouvais mes marques. J'ai appris à naviguer dans le système de transport public, j'ai découvert des cafés et des sentiers de randonnée préférés, et j'ai même noué des amitiés timides avec certains de mes voisins. Mais il y avait encore des jours difficiles, des jours où mes petits-enfants me manquaient, si cruellement que cela ressemblait à une douleur physique. Des jours où je remettais en question ma décision de tout laisser derrière moi. Des jours où la barrière de la langue me laissait isolée et incompétente. Un de ces jours, j'ai reçu un email inattendu. C'était de David, mon gendre. « Hélène, a-t-il écrit, j'ai vu ton interview sur YouTube. Je veux que tu saches que je suis entièrement d'accord avec toi. Ce que Samantha t'a dit était impardonnable et la façon dont elle t'a traité pendant des années est inacceptable. J'ai moi-même été témoin de la façon dont elle te manipule et t'utilise, mais je n'ai jamais eu le courage de la confronter parce que nous dépendions tellement de ton aide financière. » Son email continuait. « Je veux que tu saches que les enfants te manquent terriblement et ils ne comprennent pas pourquoi tu ne viens plus les voir. Samantha leur a dit que tu es malade et que tu ne peux pas leur rendre visite. Mais je crois qu'ils méritent de connaître la vérité quand ils seront plus grands. » Le message se terminait ainsi. « Je sais qu'il est probablement trop tard pour des excuses, mais je voulais que tu saches qu'au moins une personne dans cette famille reconnaît à quel point nous t'avons maltraité et à quel point tu as sacrifié pour nous. J'espère que tu es heureuse dans ta nouvelle vie. » J'ai lu l'email 3 fois avant de décider comment répondre. Finalement, j'ai écrit « David, j'apprécie ton honnêteté, mais les excuses après coup ne changent pas les dommages causés. J'espère que cette expérience t'aidera à être un meilleur mari et un meilleur père, et que tu apprendras à tes enfants à valoriser les personnes qui les aiment avant qu'il ne soit trop tard. » C'était la première fois que quelqu'un de ma famille reconnaissait publiquement les abus que j'avais subis. Cela n'a pas changé ma décision de rester à l'écart, mais cela m'a donné un sentiment de validation dont j'avais besoin depuis des années. Ce soir-là, j'ai partagé l'email de David avec Ingrid lors d'un dîner chez elle. « C'est un début, » a-t-elle dit prudemment. Mais remarque comment, même dans ses excuses, il se centre toujours sur lui et Samantha. Nous dépendions tellement de ton aide financière, comme si cela excusait leur comportement. Je n'avais pas saisi cette subtilité, mais Ingrid avait raison. Les excuses de David, bien que semblant sincères, présentaient toujours leur mauvais traitement envers moi comme une nécessité malheureuse plutôt qu'un choix cruel. « Mais qu'en est-il des enfants ?» ai-je demandé, l'inquiétude qui me rongeait depuis des semaines faisant enfin surface. « Ai-je tort de rester loin d'eux ?» Ingrid a réfléchi attentivement à cela. « Les enfants sont innocents, oui. Mais considère ceci. Quelles leçons apprennent-ils si leur grand-mère revient après que leur mère lui ait souhaité la mort? Qu'il n'y a pas de conséquences pour la cruauté. Que les femmes âgées peuvent être jetées et reviendront quand même en courant quand on a besoin d'elles. » Ces mots m'ont fait réfléchir. Quel genre d'exemple donnerais-je si je permettais à Samantha de me traiter de cette façon sans conséquence? Tu peux maintenir une relation avec tes petits-enfants sans cautionner leur mère, a suggéré Ingrid. Continue à leur écrire.
Envoie-leur des cadeaux pour leurs anniversaires. Mais ne te précipite pas pour revenir juste parce qu'ils te manquent. Le lendemain, j'ai reçu des nouvelles de Daniel qui m'ont laissé assise, sous le choc. La banque a approuvé ta demande de récupération de la maison en tant que co-emprunteur de l'hypothèque. Étant donné les pertes d'emploi répétées de David et la documentation de leur instabilité financière, la banque a convenu qu'il y avait un risque important de défaut de paiement. La procédure de saisie a commencé, a expliqué Daniel au téléphone. Ils ont 90 jours pour quitter les lieux ou refinancer, mais compte tenu de leur situation financière actuelle, le refinancement est peu probable. J'ai ressenti un mélange d'émotions. De la justification, certainement, mais aussi une étrange tristesse. Cette maison avait été le théâtre de tant de souvenirs de famille, bons et mauvais. J'avais aidé Samantha et David à la choisir. J'avais passé d'innombrables vacances et anniversaires entre ces murs. Et maintenant, je la leur enlevais. Qu'adviendra-t-il d'eux ? Ai-je demandé. Ils devront trouver un logement plus petit à louer, j'imagine, a dit Daniel. Le marché immobilier est solide en ce moment, donc la maison se vendra rapidement. En tant que co-emprunteur, tu récupéreras ton investissement initial de 150 000 € plus les intérêts accumulés, soit environ 35 000 €. C'était une somme importante, de l'argent qui rendrait ma nouvelle vie en Suisse encore plus confortable. Mais plus important encore, c'était la justice. Pendant des années, j'avais versé mes économies dans cette maison, pendant que Samantha et David vivaient au-dessus de leurs moyens, sûrs de savoir que je serais toujours là pour les renflouer. Plus maintenant. Ce soir-là, j'ai reçu un appel frénétique de Samantha. J'ai failli ne pas répondre, mais quelque chose me disait que je devais entendre ce qu'elle avait à dire. « Comment as-tu pu nous faire ça ?» a-t-elle crié dès que j'ai décroché. « La banque dit que nous allons perdre la maison. Où sommes-nous censés aller? Et les enfants ?» « Tu aurais dû penser aux enfants avant de me dire que ton plus grand souhait était que je meure. » ai-je répondu calmement. C'était une erreur, un moment de colère. Et maintenant, tu nous punis en nous mettant à la rue. Ce n'était pas une erreur, Samantha. C'était l'aboutissement d'années à me prendre pour acquise, à me traiter comme un distributeur de billets au lieu de ta mère. Et vous n'êtes pas à la rue. Vous allez juste devoir vivre selon vos moyens pour une fois. Les jumeaux devront changer d'école, a-t-elle dit, la voix brisée. Nous devrons déménager dans un endroit plus petit, dans un autre quartier. C'est ça que tu veux? Punir tes propres petits-enfants? Un instant, j'ai vacillé. La pensée d'Émilie et Alex devant quitter leurs amis et leur environnement familier m'a serré le cœur. Mais ensuite, je me suis souvenu de toutes les fois où Samantha avait utilisé les enfants pour me manipuler, pour obtenir de l'argent, du temps ou un soutien émotionnel. Les enfants s'adapteront, ai-je dit fermement. Les enfants sont résilients, et peut-être que cela leur apprendra une leçon importante sur les conséquences. « Tu as changé », a dit Samantha, sa voix devenant soudainement froide. « Avant, tu te souciais de nous. » « Je me soucie toujours de vous, Samantha. C'est pourquoi je fais ça. Parce que parfois, la chose la plus aimante qu'un parent puisse faire est de laisser son enfant faire face aux conséquences de ses actes. » J'ai raccroché, les mains tremblantes, mais ma résolution intacte. Pour la première fois dans notre relation, je ne reculais pas. Je ne me précipitais pas pour tout arranger. Je laissais Samantha faire l'expérience des conséquences réelles de son comportement. C'était un tournant dans mon propre parcours de guérison. J'avais enfin brisé le cycle de la dépendance et du sacrifice qui avait défini notre relation pendant des décennies. Le dimanche suivant, j'ai partagé cette nouvelle avec le Club des Phénix. Les femmes ont écouté attentivement, leurs visages reflétant divers degrés de compréhension et de soutien. « Tu fais ce qu'il faut », m'a assuré Maria.
Mon plus grand regret est de ne pas avoir fixé de limite avec mon fils plus tôt. J'ai continué à donner jusqu'à ce que je n'ai plus rien. Et puis, il m'a rejeté de toute façon. Ça semble cruel, cependant, ai-je admis. Les enfants apprendront une leçon précieuse, a terminé Éléonore pour moi. Que les actions ont des conséquences. Que maltraiter les gens finit par vous rattraper. Ce sont des leçons de vie importantes que trop de parents épargnent à leurs enfants. Helga, qui était restée silencieuse pendant la conversation, a finalement pris la parole. Quand j'ai quitté le Danemark, mon fils a dit à tout le monde que je l'avais abandonné, lui et ses enfants. Il a oublié de mentionner les années d'abus émotionnels, l'argent qu'il a emprunté et jamais remboursé, les critiques constantes et le manque de respect. Ça a pris 2 ans. Mais finalement, la vérité a éclaté. Maintenant, nous avons de nouveau une relation, plus saine, avec des limites et un respect mutuel. Ces mots m'ont donné de l'espoir. Peut-être qu'avec le temps, même Samantha pourrait en venir à comprendre les raisons de mes actions. Peut-être que nous pourrions éventuellement reconstruire notre relation sur des bases plus saines. Mais pour l'instant, je devais me concentrer sur la construction de ma nouvelle vie. Un jour, un mot d'allemand, une aquarelle à la fois. 1 mois plus tard, j'ai reçu un appel de Daniel avec des nouvelles qui m'ont laissé momentanément sans voix. « La maison est vendue, Hélène », a-t-il annoncé, pour 410 000 €, bien au-dessus de la valeur du marché. Une fois l'hypothèque restante remboursée, tu recevras 185 000 € en tant que co-emprunteur qui a récupéré la propriété. L'argent sera transféré sur ton compte suisse d'ici la fin de la semaine. Je me suis assise, essayant de digérer l'information. Près de 200 000 €, une petite fortune selon n'importe quelle norme. De l'argent que je pensais perdu à jamais lorsque je l'avais donné à Samantha et David. Il y a plus, a poursuivi Daniel. Ton appartement dans ton ancienne ville a également été vendu. Après les commissions et les dépenses, le montant net est de 95 000 €. Au total, je recevais près de 300 000 € d'actifs que j'avais considérés comme perdus. Avec mes économies existantes et les investissements que j'avais faits en Suisse, ma valeur nette totale dépassait maintenant les 500 000 €. À 72 ans, j'étais plus riche que je ne l'avais jamais été de ma vie. « Et Samantha et David ?» ai-je demandé. « Où vivent-ils maintenant ?» Ils ont déménagé dans un appartement de 2 chambres de l'autre côté de la ville, m'a informé Daniel. David a finalement trouvé un emploi à l'usine de fabrication. C'est moins d'argent qu'il ne gagnait avant, mais c'est stable. Et Samantha a dû retourner travailler aussi. Elle travaille comme assistante administrative au lycée local. Il y avait une étrange satisfaction à savoir qu'ils vivaient enfin selon leurs moyens, prenant la responsabilité de leur propre vie au lieu de compter sur moi pour les sauver chaque fois qu'ils étaient en difficulté. Ce soir-là, j'ai célébré dans mon restaurant préféré au bord du lac. J'ai commandé du champagne français et j'ai porté un toast à la femme courageuse qui avait eu le courage de tout recommencer alors que tout semblait perdu. Pendant que je dînais, j'ai réfléchi à tout le parcours. J'avais commencé ce voyage en tant que mère, brisée et humiliée, dévastée par les paroles cruelles d'une fille ingrate. Mais maintenant, j'étais une femme indépendante, financièrement stable, entourée d'amis sincères et vivant la vie dont j'avais toujours rêvé. Le lendemain, j'ai de nouveau rencontré Hans Meyer pour discuter de ce qu'il fallait faire de ma nouvelle richesse. Avec ce capital supplémentaire, a-t-il expliqué, vous pourriez potentiellement acheter une petite maison ici en Suisse. L'immobilier est cher, mais avec vos actifs, c'est à votre portée. Posséder votre maison vous apporterait une stabilité à long terme. Pour la première fois, je me suis permis d'envisager la possibilité de m'installer véritablement en Suisse de manière permanente. Pas seulement comme une visite prolongée, mais comme ma nouvelle maison. J'aimerais ça, ai-je admis. Mais j'ai encore du mal avec la langue
Et je crains d'être isolée, surtout en vieillissant. Hans a souri avec compréhension. De nombreux expatriés sont confrontés à ces préoccupations. Avez-vous envisagé de vivre dans l'une des communautés de retraités internationales? Elles offrent le meilleur des deux mondes. Une qualité de vie suisse avec un système de soutien francophone. Il m'a montré des brochures pour plusieurs villages de retraités autour de Zurich et de Genève, conçus spécifiquement pour les expatriés. Ils semblaient magnifiques, des appartements élégants avec des vues imprenables, des options de restauration commune, du personnel médical sur place et un réseau social intégré d'autres retraités internationaux. « Cela pourrait fonctionner », ai-je dit, ressentant une vague d'excitation. Je pourrais avoir mon propre espace, mais aussi faire partie d'une communauté. La semaine suivante, Ingrid et moi avons visité 3 communautés de retraités différentes. La troisième, les Jardins du Lac, m'a immédiatement semblé la bonne. Elle était perchée sur une colline surplombant le lac de Zurich, avec des terrains bien entretenus et des appartements lumineux et spacieux. Les résidents étaient un mélange de Français, d'Américains, de Britanniques, d'Allemands et d'autres Européens, la plupart dans leur soixantaine et leur 80aine. « Je te vois bien ici », a dit Ingrid, alors que nous visitions un charmant 2 pièces avec un balcon donnant sur le lac. « C'est parfait, assez proche de la ville pour la culture, mais assez paisible pour la peinture et l'écriture. » J'ai pris ma décision sur le champ, versant un acompte sur l'appartement. Il serait prêt dans 2 mois, après quelques rénovations mineures, pour répondre à mes besoins spécifiques. En signant les papiers, j'ai réalisé quelque chose d'important. Pour la première fois depuis des décennies, je prenais une décision de vie majeure, basée uniquement sur ce que je voulais, et non sur ce qui bénéficierait à Samantha ou à qui que ce soit d'autre. C'était à la fois terrifiant et exaltant. Pendant cette période de transition et de stabilité retrouvée, j'ai décidé de faire quelque chose que j'envisageais depuis des semaines. Écrire un livre sur mon expérience. Pas seulement mon histoire, mais un guide pratique pour les femmes âgées piégées dans des relations familiales toxiques. J'ai contacté un éditeur suisse spécialisé dans les livres de développement personnel. La rédactrice en chef, une femme nommée Brigitte, a été immédiatement intéressée. « Hélène, m'a-t-elle dit lors de notre rencontre, votre histoire aborde un sujet qui touche des millions de femmes, mais dont on parle rarement ouvertement. L'abus émotionnel par les enfants adultes est un problème épidémique qui doit être exposé. » J'ai passé les 3 mois suivants à écrire « Quand l'amour fait mal, se libérer de l'abus émotionnel, familial après 70 ans. » Le livre documentait non seulement mon expérience personnelle, mais aussi des stratégies pratiques pour reconnaître la manipulation, fixer des limites saines et trouver le courage de prioriser son propre bien-être. L'écriture était thérapeutique, me permettant de traiter mes expériences d'une nouvelle manière. J'ai interviewé d'autres membres du Club des Phénix, incorporant leurs histoires et leurs idées pour offrir une perspective plus large. Le livre ne visait pas à diaboliser les enfants adultes. Il s'agissait plutôt d'aider les femmes âgées à reconnaître les schémas malsains et à retrouver leur dignité et leur indépendance. Pendant ce temps, ma relation avec mes petits-enfants s'est poursuivie par des emails réguliers et des appels vidéo occasionnels que David facilitait à l'insu de Samantha. Les jumeaux s'adaptaient à leurs nouvelles circonstances mieux que je ne l'avais prévu. Émilie s'épanouissait dans sa nouvelle école, où elle avait rejoint un club d'art. Alex s'était fait des amis avec les enfants du quartier et semblait plus résilient que jamais. « Nous vivons dans une maison plus petite maintenant », m'a dit Émilie lors d'un appel vidéo. « Mais j'ai mon propre coin dans le salon où je peux dessiner. Papa a installé une étagère spéciale juste pour mes fournitures d'art. Et maman est différente, » a ajouté Alex. Elle ne nous achète pas autant de jouets, mais elle est plus à la maison à cause de son nouveau travail. Elle aide aux devoirs maintenant. Il semblait que le changement de circonstances avait forcé Samantha à être plus présente en tant que mère,
ce qui était un résultat positif inattendu. L'ancienne maison vous manque-t-elle ? Ai-je demandé prudemment. Ils ont tous deux haussé les épaules de cette manière décontractée qu'ont les enfants. Parfois, a admis Émilie. Mais notre nouvel appartement est plus proche du parc et nous pouvons aller à l'école à pied maintenant au lieu de prendre le bus. Les enfants, comme je l'avais dit à Samantha, étaient en effet résilients. Ils s'adaptaient aux changements beaucoup plus facilement que les adultes, trouvant de la joie dans les plaisirs simples plutôt que dans les possessions matérielles. Le livre a été publié 8 mois après mon arrivée en Suisse et a rapidement trouvé son public. Ce n'était pas un best-seller mondial, mais il a trouvé son public, des femmes dans des situations similaires qui avaient besoin de conseils et de validation. Les lettres que j'ai reçues des lecteurs étaient profondément émouvantes. J'ai lu votre livre et j'ai enfin compris que je ne suis pas une mauvaise mère de refuser de continuer à financer l'irresponsabilité de mon fils de 35 ans, a écrit Maria d'Espagne. Votre histoire m'a aidé à comprendre que le véritable amour n'exige pas l'autodestruction. Carmen du Mexique m'a écrit « Après avoir lu votre livre, j'ai vendu ma grande maison et j'ai déménagé dans un petit appartement que je peux me permettre sans dépendre de l'aide de mes enfants. Pour la première fois depuis des années, je dors en paix. » Rosa d'Argentine a partagé. Mais la lettre qui m'a le plus émue est arrivée 1 an après la publication du livre. Elle venait d'une jeune mère nommée Andrea. « Madame Dubois ?» a-t-elle écrit. « J'ai 30 ans et j'ai une mère de 65 ans qui a sacrifié toute sa vie pour moi et mes frères et sœurs. Après avoir lu votre livre, j'ai réalisé que nous la traitions exactement comme Samantha vous a traité. Votre histoire m'a ouvert les yeux et m'a fait comprendre que je répétais un schéma toxique qui pourrait détruire ma relation avec ma mère pour toujours. Hier, j'ai appelé ma mère et je me suis excusée pour toutes les années où je l'ai prise pour acquise. Je lui ai aussi dit que je voulais l'aider à réaliser ses propres rêves au lieu de profiter de sa propre vie. Merci de m'avoir aidé à comprendre cela avant qu'il ne soit trop tard. Cette lettre m'a fait pleurer de joie. Ma douleur avait servi à empêcher d'autres familles de subir la même destruction. Il y avait un sens à ma souffrance si elle aidait à briser le cycle de l'exploitation maternelle, ne serait-ce que pour une seule famille. Je me suis installée dans mon nouvel appartement au jardin du lac, juste au moment où l'automne peignait la campagne suisse de rouge et d'or brillant. La communauté m'a accueilli chaleureusement et j'ai rapidement établi de nouvelles routines. Petit déjeuner dans la salle à manger commune où je pouvais discuter avec d'autres résidents, cours de peinture dans le centre d'activité, promenade au bord du lac lorsque le temps le permettait. Mon allemand s'améliorait régulièrement, même si je dépendais encore du français pour la plupart des interactions complexes. Mais je ne me sentais plus comme une étrangère impuissante. La Suisse devenait ma maison d'une manière que je n'aurais pas cru possible à mon arrivée, désespérée et le cœur brisé. Le Club des Phénix a continué d'être mon ancre émotionnelle. Nous avons élargi nos activités au-delà des brunchs du dimanche pour inclure des excursions d'une journée en Suisse, des soirées cinéma et même une retraite d'un week-end dans les Alpes. Ces femmes me comprenaient d'une manière que même mes plus anciens amis en France n'avaient jamais comprise. Nous partagions une expérience commune qui nous avait façonnés, la douleur de la trahison familiale et le courage de tout recommencer. Nous devrions créer une organisation officielle, a suggéré Helga lors d'une de nos réunions. Un réseau de soutien pour les femmes dans notre situation. Il y en a tellement qui se sentent piégées et ne savent pas qu'il y a une issue. L'idée a résonné en nous toutes. Nous avons commencé à nous réunir plus régulièrement, à développer des matériaux et des ressources pour les femmes victimes d'abus émotionnels familial. Mon livre est devenu l'un de nos principaux outils, mais nous avons également créé des forums en ligne, des webinaires et finalement un petit programme de subvention pour aider les femmes en difficulté financière à faire la transition vers l'indépendance. Ce qui avait commencé comme mon évasion personnelle d'une relation toxique
évoluait vers quelque chose de plus grand. Un mouvement de femmes soutenant les femmes, brisant le cycle d'exploitation et de sacrifice qui avait défini l'amour maternel pendant des générations. 2 ans après mon départ spectaculaire, alors que je m'installais confortablement dans ma nouvelle vie, j'ai reçu une lettre physique dans ma boîte aux lettres. L'écriture sur l'enveloppe était inconnue, mais l'adresse de l'expéditeur a fait battre mon cœur. Elle venait de mes petits-enfants. Les doigts tremblants, je l'ai ouverte pour trouver une carte faite à la main, décorée de dessins colorés. À l'intérieur se trouvaient des messages des 2 jumeaux, maintenant âgés de 12 ans. « Chère mamie Hélène », avait écrit Émilie de sa belle écriture. « Papa nous a dit la vérité sur la raison de ton départ. Il a dit que maman t'avait dit des choses très méchantes et c'est pourquoi tu as décidé de commencer une nouvelle vie loin de nous. Nous voulons que tu saches que tu nous manques beaucoup et que nous comprenons pourquoi tu es partie. Nous voulons aussi que tu saches que nous sommes fiers de toi d'être si courageuse. Quand nous serons plus grands, nous aimerions te rendre visite en Suisse si tu le veux bien. Nous t'aimons, mamie. » Alex avait ajouté « PS. Maman est différente maintenant. Elle pleure parfois quand elle regarde tes vieilles photos. Papa dit qu'elle est désolée, mais ne sait pas comment te le dire. Je crois qu'elle te manque beaucoup. » La carte comprenait plusieurs dessins qu'ils avaient faits de moi vivant heureuse dans les montagnes suisses, entourée de fleurs et de visages souriants. Ils avaient imaginé ma nouvelle vie comme une sorte de conte de fées, et à bien des égards, ils n'étaient non pas loin de la vérité. J'ai pleuré pendant 1 heure après avoir lu cette lettre. Non pas de tristesse, mais en comprenant que ma décision de préserver ma dignité avait été la bonne, même si cela signifiait m'éloigner des personnes que j'aimais. Les jumeaux avaient appris une leçon importante sur le respect et les conséquences qui leur serviraient bien dans leur propre relation. J'ai décidé de leur répondre. Mes très chers Émilie et Alex, vos mots sont le plus beau cadeau que j'ai reçu depuis des années. Je vous aime profondément et je vous aimerai toujours, peu importe la distance. Quand vous serez plus grand et que vous pourrez prendre vos propres décisions, les portes de mon cœur et de ma maison vous seront toujours ouvertes. D'ici là, je veux que vous sachiez que votre mamie vit une vie pleine et heureuse, entourée de beauté et de paix. Gardez cet amour que vous ressentez pour moi, mais apprenez aussi de cette expérience. Les mots ont le pouvoir de construire ou de détruire, et les relations sont basées sur le respect mutuel, pas sur le sacrifice unilatéral. Je vous aime de tout mon cœur. J'ai joint plusieurs photographies de ma vie en Suisse. Mon appartement avec sa vue sur le lac, les femmes du Club des Phénix lors d'une de nos sorties, moi, à mon chevalet, en train de peindre un paysage. Je voulais qu'ils voient que je m'épanouissais vraiment, pas seulement que je survivais. Quant à Samantha, je n'étais pas prête à la contacter directement. La blessure qu'elle avait infligée était encore sensible, même après 2 ans. Mais quelque chose dans la lettre des jumeaux suggérait qu'elle pourrait éprouver un remords sincère. Peut-être qu'un jour, quand plus de temps aurait passé, la réconciliation serait possible. Non pas un retour à l'ancienne dynamique, mais quelque chose de nouveau, construit sur le respect mutuel plutôt que sur l'exploitation. 1 semaine après avoir envoyé ma réponse aux jumeaux, j'ai reçu un email inattendu de David. « Hélène, merci d'avoir écrit aux enfants. Ils étaient ravis de recevoir ta lettre et tes photos. Je veux que tu saches que les choses ont changé ici. Samantha voit un thérapeute depuis 1 an. Elle travaille sur de nombreux problèmes. Sa relation avec toi, ses attentes, son besoin de contrôle. Ce fut un parcours difficile pour elle, surtout d'accepter la responsabilité de son comportement. Mais elle fait des progrès. Nous nous en sortons bien financièrement maintenant. L'adaptation a été difficile au début, vivre selon nos moyens, mais cela a en fait été bon pour nous tous. Les enfants ont appris la valeur de l'argent d'une manière qu'ils n'auraient jamais apprise dans notre ancienne vie. Samantha m'a demandé plusieurs fois si je savais où tu étais. J'ai tenu ma promesse de ne pas lui dire,
mais je pense qu'elle veut sincèrement s'excuser. Si jamais tu te sens prête à l'entendre, fais-le-moi savoir. J'ai lu l'email plusieurs fois, essayant de traiter mes sentiments. Étais-je prête à entendre Samantha, à rouvrir cette porte, même un tout petit peu? Je n'étais pas sûre. Une partie de moi voulait maintenir la vie paisible que j'avais construite, libre du drame et de la manipulation qui avait caractérisé notre relation pendant si longtemps. Une autre partie aspirait à une sorte de clôture, à une reconnaissance de ses propres lèvres qu'elle comprenait la douleur qu'elle avait causée. J'ai décidé d'en discuter avec le Club des Phénix lors de notre prochaine réunion. Ces femmes étaient devenues mes conseillères de confiance, leur sagesse collective me guidant à travers de nombreuses décisions difficiles. Fais confiance à ton instinct, a conseillé Maria lorsque j'ai partagé l'email de David. Si tu n'es pas prête, tu n'es pas prête. Il n'y a pas de calendrier pour guérir d'une trahison. Mais considère ceci, a ajouté Helga. Les gens peuvent changer. Pas toujours, pas complètement, mais ça arrive. La question est de savoir si tu es prête à risquer d'être à nouveau blessée pour savoir si Samantha fait partie de ceux qui ont vraiment changé. J'ai réfléchi attentivement à leurs paroles. Finalement, j'ai répondu à David. Merci de respecter ma vie privée et d'être un pont vers les jumeaux. Je suis heureuse d'apprendre que Samantha reçoit de l'aide. C'est une étape importante. Quant à un contact direct, je ne suis pas encore prête. Mais je ne dis pas jamais. Peut-être avec le temps. Pour l'instant, s'il te plaît, continue d'être ma connexion avec les enfants. Cela signifie plus pour moi que je ne peux l'exprimer. C'était une petite ouverture, ni un rejet, ni une étreinte. Une reconnaissance prudente que si le passé ne pouvait être effacé, l'avenir restait à écrire. Aujourd'hui, 3 ans après ce terrible anniversaire qui a changé ma vie pour toujours, je suis assise sur mon balcon à Zurich, regardant les montagnes, alors que j'écris les dernières pages de mon 2e livre. J'ai 75 ans, un patrimoine de plus de 600 000 €, un modeste succès en tant qu'auteur, des amis chers du monde entier et une paix intérieure que je n'aurais jamais pensé retrouver. Samantha m'a demandé comme cadeau d'anniversaire de disparaître de sa vie. J'ai exaucé son vœu de la manière la plus spectaculaire possible. Ce qu'elle n'avait jamais calculé, c'est qu'en me perdant, elle perdait non seulement une mère qui l'aimait inconditionnellement, mais aussi la personne qui avait maintenu son monde financier stable pendant des décennies. Ma disparition a été mon cadeau pour elle, une leçon dure, mais nécessaire sur les conséquences de la cruauté et de l'ingratitude. Ma nouvelle vie a été mon cadeau pour moi, une seconde chance de vivre authentiquement, de me valoriser autant que j'avais valorisé les autres. Et cela valait chaque larme, chaque sacrifice et chaque moment de douleur qui m'a amené ici. Parce que, parfois, la seule façon de se sauver est d'avoir le courage de tout perdre pour renaître en tant que la personne que l'on a toujours été destiné à être. Avez-vous aimé mon histoire? Et de quelle ville écoutez-vous? Retrouvons-nous dans les commentaires. Si vous aimez l'histoire, vous pouvez me soutenir en envoyant un super merci pour que je puisse continuer à apporter plus d'histoires comme celle-ci. Merci beaucoup pour votre doux soutien. J'attends avec impatience vos commentaires sur l'histoire. À l'écran, vous pouvez voir 2 nouvelles histoires de vie que je recommande vivement. Il y en a tellement plus sur ma chaîne. N'oubliez pas de vous abonner. Rendez-vous dans la prochaine histoire de vie. Avec amour et respect.